Nous sommes aux assises des biens vieillirs 2024 au Stade de France, organisé par Rivialco. Et nous allons parler de l'habitat pour les seniors, avec notre invité qui connaît bien le sujet, qui est Patrick Rodin, qui est le fondateur d'API. H-A-P-I-H. Bonjour. Bonjour. Présentez votre métier, puis présentez API, après on va parler de l'habitat des seniors. Alors, API se propose d'être une ressource à destination des porteurs de projets d'habitat sur tout le volet immobilier. Depuis la définition des besoins, le programme architectural, le suivi des travaux, le montage des dossiers, etc. Mais aussi la recherche de financement et le montage juridique et financier, parce que on a aujourd'hui un panel très large de montages possibles entre les bailleurs sociaux, mais on a aussi des baux à réhabilitation, des baux à construction, on a un éventail très large qui nécessite souvent de faire de la dentelle, du cousu main, mais on a, où les maîtres d'ouvrage ont à disposition une multitude de solutions juridiques, techniques et financières qu'il faut travailler, et c'est le créneau dans lequel on se propose d'intervenir, c'est toute cette assistance à la maîtrise d'ouvrage. Quand on dit habitat pour seniors, vous travaillez sur quel type de projet concernant? Alors c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'habitat inclusif ou habitat partagé, ou etc. C'est se situer entre le domicile de la personne, où on peut effectivement rester et où on a tous envie de rester le plus longtemps possible, mais qui, même s'il est aménagé et même si aujourd'hui on a des aides pour l'aménager, ne résout pas le problème de solitude, puisque les personnes qui sont aujourd'hui seniors sont dans notre France pavillonnaire pour une grande partie issus des Trente Glorieuses et qui ont tous un habitat individuel, au moins une grande partie de l'habitat individuel, et qui peut-être commence à vieillir un peu, et même si on aménage cet habitat, le problème de la solitude et de l'isolement reste entier. Donc entre cet habitat individuel et l'EHPAD ou l'institution qui a toute sa place quand on est dans la dépendance, mais de plus en plus on voit que c'est la dépendance qui devient lourde. Et donc entre les deux, comment fait-on? Et donc on est sur ce créneau qu'on appelle habitat inclusif, mais qui en fait est: je veux être chez moi, dans mon autonomie, mais c'est bien si j'ai un voisin, si je peux aller jouer aux cartes, si je peux sortir, etc. Si je romps cette solitude et je retrouve un lien social qui est parfois rompu par l'isolement ou par le manque d'autonomie. Quand on suit le secteur de l'habitat inclusif, on a l'impression qu'il y a beaucoup de projets qui apparaissent. Votre vision, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petits projets. Est-ce que j'ai une bonne vision? On en parle beaucoup. Il y a effectivement beaucoup d'envie de projet. Voilà. Et entre le souhait de beaucoup de collectivités, de beaucoup d'associations, de monter un habitat et de répondre à l'envie des personnes, et la mise en œuvre, il y a à la fois un laps de temps qui peut être long et des compétences qu'il faut mettre en œuvre. Et notre intervention se veut facilitatrice de cet acte, puisque l'acte de construire devient de plus en plus complexe par le nombre d'intervenants, par les difficultés de montage juridique, financier, etc. Et donc, là où il y a encore 10, 20 ans, une association ou un porteur allait voir un architecte et puis aller demander un petit peu de subvention, et on arrivait à monter un projet. Aujourd'hui, si on n'a pas une chaîne complète de professionnalisme,
on en parle pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ensuite, on sollicite des financeurs pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on s'aperçoit que un projet initié ne voit, quand il voit le jour, que 10 ans après. Or, on a un panel très large de possibilités juridiques, de montage juridique à la disposition des maîtres d'ouvrage. Encore faut-il les traiter au cas par cas, parce que souvent c'est du sur-mesure, et voilà, et avoir le professionnalisme qui nous amène à faire en même temps la définition des besoins, l'équilibre financier, la recherche des financements et le montage juridique adapté. On a, voilà, on a un éventail très large aujourd'hui de possibilités juridiques. J'ai l'impression que ces dernières années, on va dire ces 5-10 dernières années, les porteurs de projets d'habitat inclusif, c'était un petit peu leur idée, bon, ils voyaient ça comme ils voulaient, vous voyez ce que je veux dire. Progressivement, il n'y a pas des normes, en tout cas il y a des règles qui se sont mises, les tailles des pièces, taille des chambres, nombre, on voit par exemple, c'est un document de la CNSA qui pose plutôt des habitats inclusifs de plus de 10 personnes, par exemple, 10 logements. Oui. Vous voyez ce phénomène on va aller dans une direction un peu plus, pas standardisée, mais en tout cas, est-ce qu'on voit ça? Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce phénomène-là. Il y a un peu ce phénomène. Alors je dirais qu'il faut différencier deux choses. Il y a ce qui relève j'allais dire, des initiatives privées des grands groupes, où on parle là de résidences-services, etc., où là on est sur des nombres importants et on est sur une philosophie spécifique. Parce que d'abord elle est faite à destination des investisseurs, etc. On est sur... voilà. Après on a les projets portés par les collectivités ou par les assos, où effectivement il y a un modèle qui tend à se mettre en place, mais je pense qu'on a à chaque fois un cas un peu spécifique. Donc effectivement, on est sur des logements qui sont de 30, 40, 50 mètres carrés pour 1 ou 2 personnes. On peut avoir il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre entre un habitat où on aurait 2 ou 3 ou 4 appartements, et là qui devient une sorte de colocation et où chacun est un peu interdépendant de son voisin ou de sa voisine pour faire quelque chose, et des habitats où on aurait 60 ou 80 appartements, et du coup on serait dans une consommation ou dans des liens un peu impersonnels. Donc il faut trouver l'équilibre entre les 20, 30, 10, 15, voilà, suivant les projets. Et puis il faut arriver à trouver l'équilibre entre les espaces communs qui inévitablement pèsent sur le logement, et donc le bon équilibre entre le coût des espaces communs et les fonctions d'animation, où on a suffisamment de personnes pour que l'animation puisse se faire aussi de façon assez libre, c'est-à-dire que je peux aller rejoindre les autres ou je peux ne pas y aller. Et si je n'y vais pas, ça n'empêche pas les autres de faire quelque chose. Ce qui serait le cas, comme on le disait, dans une colocation où il y a 4 ou 5 personnes, s'il y en a un qui vient pas, ça va être compliqué. Quand on est 10, 15, 20, s'il y en a un qui vient pas, c'est pas grave et il viendra à une autre animation. Mais effectivement, il faut arriver à trouver l'équilibre entre une vie sociale active et partagée et des charges qui font que, oui, si on a une cuisine commune, si on a une pièce commune, oui, ça a un coût et il ne faut pas que ça vienne peser de façon démesurée sur le loyer de l'appartement ou du logement. Il y a certains projets qui vont apparaître, je trouve, ils ciblent les baby-boomers ou les plus âgés des baby-boomers. Et en fait, ils refont vivre la liberté, ils insistent beaucoup sur la liberté, beaucoup sur la nostalgie, beaucoup sur le rock'n'roll, dans des projets, etc. Ça, pour vous, c'est des niches ou c'est une vraie demande? En fait, est-ce que dans vos enquêtes, est-ce qu'il y a une attente des résidents, des futurs résidents, de revivre leur passé? Il y a cette demande? Moi, je vois plutôt ça un peu comme un phénomène de mode. Cela dit,
il y a une enquête que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui met en relation l'avancée en âge et la capacité à changer de logement. Et plus on avance en âge, et même si le logement est inconfortable, même si la salle de bain est pas confortable, même si c'est pas isolé, plus on avance en âge, plus on... Alors, effectivement, il faudrait, dans l'idéal, il faudrait pouvoir, à un moment où on est encore valide et encore en capacité de déménager ou de continuer son parcours résidentiel. Quand on est jeune, on est dans un petit appartement, on a envie d'en avoir un plus grand. Quand on est un plus grand, on a envie d'avoir ou un pavillon ou voilà, parce qu'on a des enfants. On réfléchit au cours de sa vie à des avancées résidentielles. Et il faudrait pouvoir le continuer à un moment où on est encore dans cette dynamique-là, de façon à ne pas tomber, ne pas être dépendant et devoir déménager au moment où on est dépendant. Parce que là, c'est un vrai choc, parce que ça arrive à 75, 80, 85 ans. Et c'est pas vraiment à ce moment-là qu'on va envisager de déménager. Donc, effectivement, peut-être que c'est une niche ou ces phénomènes de mode sont peut-être des éléments qui peuvent amener des personnes à se dire, bah, à 70 ou 75 ans, je suis encore valide, je peux aller rejoindre une communauté ou des partages et puis vieillir tranquillement avec mes voisins, quoi. Sur le marché des résidences services seniors, moi j'avais calculé une quinzaine d'années, on pouvait en mettre 1300. À l'époque, on était tombé dessus, Cyril qui exagère, machin, etc. Et en fait, malheureusement, je crains d'avoir raison. Oui. Vous avez une idée du nombre d'habitants inclusifs qu'on peut mettre, par exemple, sur une ville, de 7000 habitants? On ne peut pas mettre une résidence service senior. Pour moi, il n'y aura pas le marché. On en met plus. Oui. On peut mettre un habitat inclusif. Oui, on peut. Mais est-ce qu'on peut en mettre combien? Vous avez une idée Je pense qu'on peut en mettre plusieurs, parce que, oui, on a plusieurs de petite taille. Et ça rejoint, alors dans des villes de 7000 habitants, ça rejoint aussi toute la problématique de la rénovation urbaine, où on a des cœurs de ville qui ont besoin de retrouver de l'habitat. Et donc c'est là où je pense, je parlais tout à l'heure de tous les montages juridiques et financiers que l'on peut mettre en place, c'est là où on peut, avec l'aide de collectivités ou avec l'aide d'établissements publics fonciers ou enfin avec l'aide de structures, pouvoir aller capter du bâtiment existant ou du foncier ou des friches, etc. pour pouvoir faire des petits habitats. Donc ça c'est un élément qui pousserait le développement de l'habitat inclusif dans les petites villes. Oui, moi je pense que la rénovation urbaine peut être est un moteur pour ce type de développement et ce type d'équipement est aussi un moteur pour le développement urbain. On peut des bâtiments existants dans la France rurale. Alors c'est vrai que les zones urbaines tendues, c'est plus compliqué parce qu'il y a un coût de foncier, etc. Mais la grande majorité de la France rurale, on a des bâtiments vides en centre-ville qui appartiennent soit à des grands propriétaires, soit à des congrégations, soit à des collectivités, qui pourraient tout à fait être remises, rénovées pour accueillir 10, 15, 20 logements dans la même unité ou dans la proximité, parce qu'on peut aussi imaginer que l'espace commun il soit dans l'immeuble à côté. Cette rupture de solitude, elle n'est pas forcément mon voisin juste à côté, il est né à la proximité. Voilà, on peut très bien avoir 2 appartements dans un immeuble ou dans une maison, et puis le lieu de vie dans une autre, avec les 5 ou 6 autres appartements ou 10 autres appartements. C'est des choses c'est des initiatives qui sont que l'on voit
notamment dans le milieu du handicap, avec des... Parce que là, il faut les appartements adaptés. Il faut des appartements adaptés, mais aujourd'hui, les normes de construction font que, bon, on est tous les appartements. Enfin, quand on rénove ou qu'on construit, on a des appartements qui sont adaptés. Alors après, le monde du handicap est un peu différent parce que effectivement, il y a des adaptations complémentaires à faire, au-delà de la norme. Si j'ai un projet, je viens vers vous, j'ai une méthode d'habitat inclusif, trois principaux conseils. Pardon, les trois principaux conseils. Si je viens vers vous avec un habitat inclusif, les trois principaux conseils que vous donneriez. Définir le besoin et le périmètre sur lequel on va travailler et la population qu'on va accueillir. C'est l'élément important. On commence pas par se dire tiens, j'ai un bâtiment, je vais en faire ça. Oui, mais il est pour qui? Donc la population. Ensuite, c'est avoir un vrai travail de réflexion sur les éléments juridiques et financiers de façon à vraiment constituer un projet, une chaîne de projets et des intervenants qui vont venir. Et puis la troisième, je dirais, c'est de s'entourer de professionnels parce que la bonne volonté et l'envie de faire, elle n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut vraiment s'entourer de professionnels à chaque étape. Et ça, c'est très difficile pour un maître d'ouvrage ou pour un porteur de projet d'arriver à définir de quelle assistance j'ai besoin et vers qui je me tourne. C'est complexe. Et c'est là qu'on essaye d'apporter ce service. Super, merci Patrick Guérard. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Happy. Merci beaucoup. Merci à vous.